On va aller au plus proche du front et c'est une vraie question que l'on va poser ce soir. Est-ce qu'on est proche du début de la deuxième phase de la contre-offensive, deuxième ou troisième phase d'ailleurs, on le commentera en plateau. Vous savez que cette contre-offensive a débuté officiellement début juin. Volodymyr Zelensky affirme qu'on entre dans une nouvelle phase où il le suggère et c'est ce que pensent d'autres experts. Tout de suite, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, entrons dans le détail. Certains éléments laissent à penser qu'on est au bout de la première phase de la contre-offensive. Oui, et le premier, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui l'évoque. Selon cet article du quotidien allemand Bild, le président ukrainien expose sa vision pour la suite de la contre-offensive et il explique « Je pense qu'aujourd'hui, nous approchons du moment où les mesures appropriées pourront être prises plus rapidement car nous franchissons certaines étapes en matière de déminage. » En effet, Kiev peut maintenant jouir des effets d'une nouvelle arme pour déminer, les bombes à sous-munitions fournies par les États-Unis. On en a parlé ces derniers jours. Les Ukrainiens les avaient déjà utilisées la semaine dernière. Vous allez les voir à l'œuvre dans la région de Donetsk. Un premier tir d'obus classique pour être sûr de bien viser, suivi d'un second tir de sous-munitions pour couvrir beaucoup plus de terrain. Même technique ici, vous allez le voir dans la région de Zaporizhia, c'est le cas aussi près de Bakhmout ou encore près de Kupiansk sur le front nord, dans la région de Kharkiv. Bref, les bombes à sous-munitions sont bel et bien utilisées sur tous les points chauds de la contre-offensive. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces frappes ont surtout servi à déminer. Si les bombes à sous-munitions ont d'abord été conçues pour maximiser les pertes humaines ennemies, les militaires savent très bien également s'en servir pour nettoyer un champ de mines. On en a un aperçu notamment sur ces images d'illustration qui sont fournies par le fabricant américain Daily Defense System. Voilà comment ça fonctionne plus simplement, vous allez le voir. Une fois tiré, l'obus contenant les sous-munitions les libère en vol et vous allez voir qu'en retombant sur le champ piégé, elles explosent et font exploser avec elles les mines anti-chars et les mines anti-personnel qui se trouvent au sol. En théorie, un seul tir d'obus à sous-munitions peut ainsi déminer l'équivalent d'un terrain de foot, soit environ 7000 mètres carrés, 100 mètres sur 70, vous le voyez. C'est une technique brutale, mais très efficace. Et selon le Bild, lorsque le déminage aura réussi sur certaines parties du front, une nouvelle vague d'attaque commencera. Alors, l'autre élément qui fait penser que la phase 1 est peut-être en train de se terminer, ce sont certaines destructions dans le camp adverse. Oui, en particulier les frappes ukrainiennes en profondeur, celles qui vont au-delà des lignes de défense russes. D'après Euromaidan Press, l'armée de l'air ukrainienne a détruit hier un troisième dépôt de munitions russes en Crimée en lançant une attaque massive de drones. Euromaidan Press estime que ces frappes stratégiques ont perturbé l'une des principales lignes d'approvisionnement de la Russie. En clair, par ces frappes en profondeur, les Ukrainiens ont réussi à affecter gravement la logistique russe, asphyxiant les troupes qui étaient aux avant-postes et qui se retrouvent ainsi livrée à elle-même. L'Institut pour l'étude de la guerre, que l'on cite souvent ici, souligne la réussite de cette stratégie. Les forces ukrainiennes se concentrent sur l'usure de l'adversaire plutôt que sur les gains territoriaux, en épuisant progressivement les effectifs et l'équipement russe. Alors, on le voit, Kiev pourrait lancer la phase 2, mais la phase 2, ce serait quoi ? Eh bien, cette phase 2, elle est essentiellement humaine. Jusqu'ici, les troupes ukrainiennes étaient relativement préservées car c'était l'artillerie qui mettait la pression aux Russes plus que le gros des troupes. Eh bien, pour la phase 2, cela va changer. Ce que l'on sait, c'est que l'armée ukrainienne, c'est aujourd'hui 110 brigades d'environ 3000 têtes chacune, donc au moins 330 000 hommes est gradés au total. Sur ces 110 brigades, selon nos informations, une vingtaine est déjà engagée dans cette contre-offensive, soit environ 60 000 têtes. Une vingtaine sur 110, cela peut paraître peu, sauf qu'il ne suffit pas d'envoyer des unités au front. Ces unités, il faut les entraîner, puis il faut les alimenter en matériel, en équipement, en munitions ou encore en obus d'artillerie. En clair, l'Ukraine ne peut pas former et alimenter toutes les brigades en même temps. On peut donc considérer que Kiev dispose encore d'environ 90 brigades, soit 270 000 personnes prêtes à être déployées. Rappelons également que les Alliés ont formé 17 brigades spécialement pour cette contre-offensive. Et à ce propos, justement, Mark Milley, le chef d'état-major des armées américaines, se montre très confiant. Écoutez-le.
What the Ukrainians have, though, is a significant amount of combat power not yet committed. And I will not say what's going to happen in the future, because that's going to be a Ukrainian decision as to where and when they commit their reserve, etc. Tout dernier point, Emmanuel, notons aussi que l'Ukraine dispose également de 900 000 réservistes. Merci beaucoup, Justine. Votre point de vue, Général Gomard, il faut qu'on se méfie de nos propres biais, bien sûr. En Occident, beaucoup souhaitent la victoire finale des Ukrainiens et peut-être a-t-on tendance de temps en temps à mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont prêts à passer dans cette phase 2 qui vient d'être décrite par Justine Fraissinet? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que Volodymyr Zelensky, donc le président, annonce ça. C'est toujours bizarre, parce qu'en fait, à la guerre, on essaye la planification est quelque chose d'assez confidentiel, pour éviter d'éveiller les soupçons ou j'allais dire, éveiller l'adversaire. Maintenant, effectivement, on voit bien qu'avec les bombes à sous-munitions, et c'est très bien expliqué par Justine Fraissinet, entre ça et puis la capacité à taper sur les lignes logistiques russes, telles qu'ils l'ont démontré en Crimée en particulier, ou ailleurs sur le front, en fait, on affaiblit, et on voit bien que dans cette guerre, ce qui compte avant tout, c'est la logistique. Et on le voit bien pour les Ukrainiens qui ne sont pas capables en mesure d'engager toutes leurs brigades en même temps. Bon, d'abord, il ne faut pas le faire parce qu'il faut toujours des brigades de réserve pour remplacer celles qui sont au front. Et il faut remplacer régulièrement ceux qui combattent de façon à les relever et les mettre un peu à l'arrière avant de les réengager, plutôt que, j'allais dire, d'user complètement une des brigades. Donc, est-ce qu'ils vont changer de phase demain, aujourd'hui, ou ils l'ont déjà fait? C'est difficile de le dire, vu d'ici, vu de Paris. Maintenant, si le président ukrainien l'annonce, il a sans doute des raisons de le dire. Et ce qui est toujours intéressant, c'est ce que dit le général Milley, le chef d'état-major des armées américaines, qui est toujours très prudent dans ses propos. Il est toujours très, très pondéré, très mesuré. Lui, il parle en disant qu'effectivement, ils ont des réserves qui n'ont pas encore engagées. C'est sans doute vrai. Et je pense que s'ils veulent en effet lancer une deuxième phase, ils ont besoin de ces réserves et leur engagement signifiera sans doute le début d'une deuxième phase. Alors, faut-il qu'ils les utilisent maintenant, ces réserves? On a compris qu'il y avait en effet une ressource militaire humaine très, très importante, 270 000 hommes. On ne compte même pas les réservistes, mais il y a 900 000 réservistes prêts à se battre en Ukraine. Faut-il le faire maintenant ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt? Ça dépend de ce qu'ils vont réussir à faire sur le front, en fait. En fait, il faut bien comprendre, il y a deux batailles qui se jouent simultanément. Il y a une bataille qui est sur le front et il y a une bataille sur les arrières. La bataille sur le front, depuis, on pense qu'elle a commencé vers le 6 juin, je crois, à peu près. On voit bien que, pour l'instant, elle ne donne pas des résultats importants. C'est-à-dire que ici ou là, il pousse un peu de quelques kilomètres, parfois même il recule, enfin bon, je parle des Ukrainiens. Ce qu'ils cherchent dans cette bataille, c'est à faire une brèche, à passer, à traverser les défenses, et une fois que la brèche sera faite, à engouffrer leur brigade de réserve, et là, à foncer, parce que derrière, il n'y a pas grand-chose. Une fois qu'ils auront franchi la ligne de défense russe, parce que la ligne de défense russe est très solide, mais elle est très étirée, elle est profonde, elle fait 30 km sans doute à peu près, mais derrière, il n'y a plus grand-chose. Donc une fois qu'on l'a franchie, on peut aller loin et vite. Et puis, ça, c'est ce qui se joue en ce moment. Et ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire une brèche. Donc peut-être qu'avec les équipements qu'ils touchent, ils y arriveront, mais on n'en sait rien. La deuxième bataille, c'est la bataille sur les arrières, qui est là plus une bataille stratégique et qui vise effectivement à affaiblir, une bataille d'attrition, à user progressivement en détruisant à la fois les stocks et puis les systèmes de transport de la logistique de l'armée russe. Ça, c'est une bataille qui peut durer très longtemps parce que le rapport de force est à peu près équivalent de part et d'autre. Donc, user avec des capacités de renouvellement, on l'a vu avec les Chinois. Les Chinois, maintenant, sont capables de fournir du matériel dit non létal. Donc, ça peut durer longtemps. Donc, en fait, on n'en sait trop rien. Donc, effectivement, le président Zelensky dit « Bon, on va rentrer à une nouvelle étape ». Il est bien obligé de dire quelque chose, en réalité, parce que ça marche pas comme on avait... Il y a une pression occidentale aussi. Oui. Donc, bon... mais en même temps, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, on est toujours
trop pressés, nous les observateurs extérieurs et peut-être également les alliés occidentaux et peut-être l'opinion publique ukrainienne, parce que ces batailles, ça dure longtemps. Ça peut durer des mois et des mois. Je rappelle la Normandie, la percée de Normandie, 6 juin, 25 juillet, la percée. Alors, on est le 25 juillet, quasi. Donc, on serait à peu près dans la même coordonnée, dans les mêmes temporalités que la bataille de Normandie pour la percée d'Avranches. Donc, effectivement, si ça dure plus longtemps, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Philomène Romier. Oui, moi je pense, comme le disait monsieur Jean-Dominique Merchet, que lorsqu'il parle de phase 2, en réalité, il s'adresse à ses alliés qui ont besoin d'avoir un calendrier. On lui a reproché d'avoir commencé trop tard sa contre-offensive. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a commencé trop tard, sa contre-offensive? C'est parce qu'il n'avait pas reçu le matériel des Occidentaux. Et finalement, comme les Russes en face étaient en train de miner le terrain, il a dû la commencer tant bien que mal. Et l'un des principaux, enjeux de cette contre-offensive, c'est bien évidemment le minage du terrain. Je le rappelle, le Washington Post a sorti une enquête il y a quelques jours. Désormais, l'Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde, devant des pays comme l'Afghanistan. Et ça, sur le terrain, pour les troupes, quoi qu'il arrive, ça les ralentit. En plus, ils ont reçu que 15% de leur matériel de déminage. Donc, on l'a vu sur plein de reportages récemment. Ces hommes, ces soldats, ils sont contraints d'être à genoux avec des détecteurs de métaux nuit et jour, d'avancer pas à pas. Et soudainement... Voilà, exactement, on le voit sur ces images. Et soudainement, là, on parle des bombes à sous-munitions qui vont aider donc à déminer. Alors moi, je trouve quand même que... Je rappelle que le surnom de ces bombes à sous-munitions chez les humanitaires, ce sont les armes des lâches, parce que ce sont des armes qui tuent des civils une fois que les armes se sont tues, et que 97% des victimes de ces bombes à sous-munitions, ce sont des civils, puisqu'il y a une grande majorité de ces bombes à sous-munitions qui n'explosent pas lorsqu'elles touchent le sol. Les Américains affirment que la dernière génération de bombes à sous-munitions est inoffensive, puisque ces fameuses sous-munitions qui restent dans la... Alors ça fait sourire le général Gomard, ces fameuses sous-munitions se neutraliseraient elles-mêmes au bout de quelques temps. Mais vous avez raison de le rappeler, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle peu de pays emploient ces bombes à sous-munitions. Ça peut pas être du coup l'arme miracle précisément pour créer une brèche et permettre de déminer très largement et très vite, surtout. C'est une tentative, en tous les cas. Oui. C'est une tentative, effectivement, pour tenter de répondre à ce besoin qui est de déminer avant d'attaquer. Non, mais le procès moral, je ne le fais pas envers les Ukrainiens, attention. Je trouve que le procès moral, il doit être dirigé envers les Occidentaux qui se posent en garant du droit international depuis le début de ce conflit et qui, bien sûr, disent que la Russie le bafoue et la Russie le bafoue. Mais soudainement, la nécessité faisant foi, on bafoue les principes. Alors je reviens à la question qui était évoquée par Philomène Romier. Est-ce qu'il y a une forme de pression occidentale qui oblige à des déclarations, notamment de Volodymyr Zelensky, pour rassurer en quelque sorte le camp occidental? La pression est énorme, permanente et épuisante probablement pour le président Zelensky et pour pas mal d'Ukrainiens. Il le rappelle de temps en temps avec ses formules bien à lui en disant on n'est pas dans un film, on n'est pas Hollywood, on n'est pas dans une série télé. Attendez, il y aura un moment opportun. Il se trouve que même lui a dû céder à la pression et attaquer en n'ayant pas apparemment tous les moyens dont il avait besoin pour le faire. Les chiffres que rappelait Justine tout à l'heure étaient intéressants dans la mesure où on voit que les chiffres ukrainiens sont quand même assez considérables face à un effectif russe qui donne l'impression, si j'ai bien compris, d'être à peu près le même, de 300 000 en face. La question est de savoir si ces Ukrainiens, d'abord, et puis il y a les 900 000 réservistes, est-ce qu'ils sont équipés? Et pour ceux qui sont équipés, est-ce qu'il y a une coordination entre ces équipements? Est-ce qu'il y a de l'homogénéité? On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Et puis troisièmement, le jour où ils percent, évidemment l'objectif est de percer, le jour où ils percent, d'autres problèmes commencent. Parce que quand vous percez, il faut faire extrêmement attention à ce que le front ne se referme pas sur vous. Et donc ce jour-là, le fait d'être suffisamment entraîné et aguerri sera encore plus important qu'aujourd'hui. Vous ouvrez une autre question qui est passionnante. Beaucoup de brigades ont été formées, blindées notamment, ont été formées en Occident. On sait qu'il y a du matériel occidental, des Léopards, des Bradley, des AMX-10, RC. Pour l'instant, on les voit peu sur le terrain. Pourquoi les garder en réserve?
Alors, en fait, la vraie difficulté pour eux, pour les Ukrainiens, à mon avis, c'est la coordination. Stéphane Marchand vient d'en parler. Comment est-ce qu'on coordonne toutes ces nouvelles unités à la guerre, former un soldat, bon, ça prend du temps, on est bien d'accord. Former sur des matériels de plus en plus sophistiqués, ça prend du temps. Mais ce qui est très compliqué, c'est la coordination entre différentes unités. Pour éviter qu'elles se tirent dessus, pour qu'elles avancent en même temps, pour qu'elles s'arrêtent en même temps. Et tout ça, ça se coordonne pour faire tirer l'artillerie au bon moment et pas faire en sorte qu'elle ne tire pas sur vous, faire en sorte que les drones vous éclairent. Enfin, je veux dire, c'est le travail d'un état-major. Et donc ça prend beaucoup de temps. Maintenant, sur les léopards, je pense qu'ils ont déjà, un certain nombre d'entre eux ont déjà été engagés, comme sur les M2 Bradley américains. On les a pas beaucoup vus. J'ai compris que certains avaient été détruits. La vraie difficulté pour eux, c'est la logistique. Comment est-ce qu'on assure la maintenance de ces matériels qu'on envoie? Donc, est-ce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de logistique derrière, c'est-à-dire de pièces détachées en réalité, pour les réparer en cas de besoin, des chenilles, parce qu'un char, ça saute sur une mine, ça déchenille, mais on peut le réutiliser en changeant la chenille, mais tout ça, ça prend du temps. Donc, il y a un peu tout ça sans doute. Et je pense qu'ils les gardent peut-être en réserve, justement, pour le jour où ils voudront percer plus concrètement le front lorsqu'ils y auront réussi. Alors, au même moment, on apprend, puisqu'il y a aussi une question d'hommes sur le terrain, vous parliez des rapports de force en présence, on apprend que la Douma a voté une loi qui était, pardon de le dire d'une façon familière, dans les tuyaux, qui fait passer l'âge limite de la conscription de 27 ans à 30 ans, c'est-à-dire que des conscrits pourront avoir jusqu'à 30 ans, ce qui est une façon d'ailleurs, Jean-Dominique Merchet, de ne pas décréter une nouvelle mobilisation partielle, mais d'avoir d'autres hommes qui vont arriver sur le terrain. C'est aussi peut-être une façon à terme de rééquilibrer le rapport de force s'il tournait à l'avantage des Ukrainiens. Oui, on voit bien que la Russie cherche par tous les moyens à avoir des effectifs. Elle est allée en chercher dans les prisons. Elle propose des contrats. On a vu plusieurs reprises au cours d'émissions précédentes ces publicités pour le recrutement. Bref, elle essaie de recruter. Et puis donc effectivement là, elle dit les conscrits, on pourra les prendre à 30 ans, un peu plus. Bon, mais qu'est-ce que ça dit surtout ? Ça dit que politiquement, le pouvoir russe est incapable de faire une nouvelle mobilisation générale, une nouvelle mobilisation. Et c'est ça l'élément le plus important. Ils en ont fait une. Ils ont mobilisé 300 000 personnes sur les drapeaux. Il y a 600 000 Russes qui ont quitté le pays. Et bravo. Et les gens qu'ils ont mobilisés, c'était plutôt des catégories populaires et des gens issus des minorités ethniques. Les gens qui sont partis, c'était plutôt les couches supérieures et moyennes et les spécialistes bien formés. Donc, vous voyez, on sent bien que le pouvoir russe, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est pas un pouvoir absolu sur sa société. Il est obligé de passer en permanence des compromis avec sa société. On le rappelait ici à plusieurs reprises. Il faut savoir, par exemple, le Kremlin a été incapable d'imposer le pass sanitaire aux Russes lors de l'épidémie du Covid. D'accord ? Ça veut dire quelque chose. Le pouvoir russe a été incapable de faire une vraie réforme des retraites. Alors, on va dire, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. C'est quelle est la capacité du pouvoir russe à utiliser sa société, à obliger les gens dans la société à faire des choses. Elle est relativement faible. Il n'y a pas une vraie elle est sans doute administration, quoi. plus faible en Russie qu'en Occident. Ils ont la capacité de faire peur aux gens, mais la capacité de leur faire des choses, ça, pas tellement. Et donc, on le voit avec cette mobilisation qui... ils bricolent, en fait. On voit bien qu'ils bricolent pour avoir des effectifs. Alors, c'est des réactions passives, hein. Vous venez de les décrire. Il y a peu d'opposition frontale au régime, malgré tout. Il y a une résistance passive de gens qui considèrent que c'est pas leur affaire. Et ils vont aussi, pour ajouter, vous avez dit dans les prisons, les chercher, etc., les effectifs. Et maintenant, ils vont aussi les chercher dans les écoles. Hier, ils ont annoncé qu'à partir de 15 ans, les écoliers auraient une formation sur l'utilisation des drones à partir du 1er septembre, qui venait s'ajouter au maniement des grenades, il me semble, et de fusils d'assaut. Donc, ils vont chercher large. Pas forcément pour les déployer sur le terrain, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils se projettent dans un long terme, peut-être, sur ce conflit. En tout cas, ils plastronnent en même temps, les Russes, puisqu'ils
ils annoncent aujourd'hui qu'ils sont capables de produire en un mois autant de munitions qu'ils ne produisaient avant en un an. Est-ce que la chaîne logistique, qui est fondamentale, s'est bien mise en place en Russie, cette fameuse économie de guerre dont on dit qu'en Occident, elle ne suit pas la cadence? Alors, ils ont dit qu'ils n'étaient pas sans économie de gaz, c'est-à-dire qu'une usine de voitures ou de tracteurs peut peut-être construire des véhicules blindés ou des munitions ou que sais-je. Mais ils ont une vraie capacité à fabriquer de l'armement. Et d'ailleurs, ils ont besoin des microprocesseurs dont on parlait tout à l'heure, ils ont besoin des semi-conducteurs, d'où effectivement le besoin d'importer ça de Chine ou d'autres pays d'ailleurs, à travers l'achat de machines à laver ou de jouets, que sais-je, qui disposent de ces microprocesseurs, justement parce que, suite aux sanctions, l'Occident ne leur en fournit plus. Or, ils en ont besoin pour leur propre industrie d'armement. Le vrai problème pour eux, c'est comme pour les Ukrainiens, c'est le nombre de munitions. Vous savez que même occidentaux, on a du mal à fournir les munitions dont auraient besoin les Ukrainiens. Et pourquoi? Parce qu'en fait, notre propre industrie n'est pas capable d'en fournir suffisamment. Si les Ukrainiens tirent 5000 obus par jour sur le front, il leur faut 150 000 environ obus de 155 mm par mois. Je pense que la production même américaine est inférieure aux besoins ukrainiens. Donc c'est pour dire qu'effectivement, derrière, ils donnent ce qu'ils ont, dont des obus à sous-munitions. C'est comme nous, on a donné des missiles Scalp, parce que finalement, on donne ce qu'on a. Et notre industrie derrière n'est pas passée complètement en économie de guerre, au sens où, effectivement, les industries continuent à fabriquer ce pourquoi elles sont faites, des voitures ou que sais-je, mais pas des obus ou des chars ou des canons. Et on reviendra à la question centrale dans un instant, mais cette chaîne logistique mondiale décrite par le général Gomard, elle n'est pas tout à fait en place. Alors, les usines d'armement russes sont plus intégrées que les usines européennes, sans doute d'ailleurs moins efficaces en termes de rentabilité économique. Mais lorsque la décision est prise d'accélérer le rythme d'une usine russe, on accélère le rythme. Alors que si par exemple Thales veut accélérer le rythme de fabrication de ses radars, comme il y a 100 ou 200 fournisseurs qu'il faut mobiliser, alors vous pouvez nationaliser tous les fournisseurs évidemment, mais là c'est une décision qui est très très lourde. Et puis les chaînes de production, la capacité de produire. On n'a pas une capacité de production suffisante en fait pour répondre à des besoins d'une guerre de haute intensité aujourd'hui. Alors, on en revient à la question centrale. Si la logistique occidentale qui permet à l'Ukraine de faire cette guerre ne suit pas, est-ce qu'ils ont les moyens d'être bientôt sur le front? Je reprends le titre de notre bandeau. Et Jean-Luc Merchet, d'aller créer cette brèche qui permettrait peut-être d'enfoncer les lignes ennemies. C'est vraiment très très difficile d'y répondre. Je pense que, en tout cas, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et c'est ce qu'ils pensent. Le feront-ils cette année? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que ça attendra l'année prochaine parce que cette année, ils vont considérer qu'ils n'avaient pas envie de la faire, cette offensive, les Ukrainiens. Clairement, les militaires ukrainiens ne voulaient pas de cette offensive. Le pouvoir politique est sous une pression à la fois des Occidentaux et sans doute de son opinion publique ukrainienne, qui commence quand même qui trouve que ce serait bien qu'on refasse ce qu'ils ont fait dans le Nord et à Kharkiv et à Kherson. Mais elle s'est déclenchée vraisemblablement contre l'idée de l'état-major ukrainien qui pensait ne pas être prêt. Et donc voilà, là, ils font des trucs. Mais je pense que c'est trop tôt. Et spontanément, c'est trop tôt. Et peut-être qu'il faudra attendre l'automne. Ça peut durer longtemps. Les grandes offensives, l'offensive l'année dernière, les succès, c'était en octobre, au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre. Ça s'est terminé le 11 novembre, je crois. Donc on a encore quelques mois devant nous. Mais bon, puis après, ça peut être en hiver aussi, parce que contrairement à ce qu'on dit, il peut y avoir des offensives très importantes en hiver. Une fois que le sol est gelé, tout peut bien se passer. Donc on n'en sait rien. Franchement, voilà. Alors, en tout cas, dernier point, il y a quelques critiques, y compris dans le camp occidental, qui commencent à poindre. On sait par exemple que la Bundeswehr critique la stratégie ukrainienne. C'est le journal Bild qui relaie ça aujourd'hui. Le Pentagone, certaines voix au Pentagone l'avaient fait aussi ces derniers mois. Ils ont commencé trop tôt, donc c'est difficile, pour revenir à notre question centrale, de passer dans la phase 2. Je pose la question à chacun d'entre vous.
Je ne sais pas exactement où ils en sont et quels sont les objectifs de la planification ukrainienne. Ça, c'est connaître leur intention. Je ne suis plus dans les affaires, donc c'est plus difficile pour moi. Mais si, à partir de ce que l'on sait et de ce qui est du renseignement ouvert auquel on peut avoir accès, oui, et je pense qu'il se prépare à une deuxième phase. C'est-à-dire qu'on voit bien que la première phase, effectivement, a été un peu freinée, ou en tous les cas arrêtée. Et pour passer dans une deuxième phase, selon moi, effectivement, il faut qu'ils arrivent à créer des brèches dans cette défense russe. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure l'emploi d'obus à sous-munitions, le fait de tirer sur la logistique russe et taper sur les arrières russes, qui me paraît une bonne chose. À la guerre, si on veut gagner, il faut tenir face à un ennemi qui avance ou qui est sur le front, mais en tous les cas, détruire la logistique pour l'empêcher d'être ravitaillé, pour couper ces lignes de logistique. Or, à la guerre, la logistique est absolument essentielle. On pense toujours aux combattants de l'avant. En fait, ce qui est important aussi, c'est le combattant de l'arrière. C'est-à-dire celui qui va apporter la nourriture, le pétrole, les munitions, pour faire avancer l'armée qui combat. Donc, je pense qu'on est peut-être à un changement de phase, mais que la deuxième phase, pour moi, n'a pas encore débuté. Philomène, Rémi? Oui, moi je trouve qu'il est très difficile d'évaluer ces phases, etc. Moi, je suis plutôt une journaliste de terrain, donc ce que je quantifie, c'est les échanges que j'ai avec les Ukrainiens qui me disent qu'on en est à 517 jours de guerre et qu'en tout cas, il va falloir une percée d'une manière ou d'une autre, déjà pour le moral aussi de ces soldats. Hein. Donc en ce moment, pourquoi est-ce qu'ils ont mobilisé autant de soldats sur le front de Bakhmout, hein? Il y a plusieurs fronts actuellement, la ligne de front, elle fait 800 km, mais c'est parce que c'est la dernière ville qui a été prise par les Russes, donc le terrain a été moins miné et c'est une ville aussi extrêmement symbolique, parce que c'est la ville qui a été prise par les forces de Wagner et pas par les forces russes. Et Prigojine, quand il est parti, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dit on verra au mois d'août, je parie que les Ukrainiens pourront reprendre cette ville puisqu'on est parti. Donc en plus, il y a une symbolique très forte. Et je pense que dans cette phase, en tout cas, les soldats, mais aussi la population ukrainienne, là, ils ont besoin d'un symbole, en fait. Hein, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est 517 jours de guerre pour une population et des soldats dans une guerre extrêmement violente et de tranchées. Jean-Dominique, pour conclure sur ce thème. Oui, malheureusement, ça se passera peut-être pas comme ça. C'est-à-dire que nous avons connu, nous, ici, des guerres qui ont duré 4 ans, 5 ans. Et que, en fait, la guerre d'Ukraine a commencé en 2014, n'oublions pas. Elle a eu une phase vive en 2014-2015. Ensuite, elle s'est stabilisée. Elle est repartie de manière, évidemment, beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus intensive l'année dernière. Mais on est peut-être dans une affaire qui va durer des années.